est 16h en temps universel, 18h à Paris, vous écoutez RFI. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous, mercredi 8 avril. Dans ce journal, le bonheur immense de pouvoir serrer dans ses bras ses proches. Ce sont les premiers mots de Cécile Kohler, de retour en France ce matin. L'ancienne détenue en Iran, accompagnée de son ami Jacques Paris, ont été accueillis ce matin par le président français au Palais de l'Élysée. Au lendemain de l'annonce d'un cessez-le-feu entre Iraniens et Américains, la confusion règne. Les deux parties doivent se retrouver pour négocier encore vendredi au Pakistan. La confusion règne aussi sur la situation que vivent les Libanais. Le Liban a particulièrement été pilonné aujourd'hui par l'armée israélienne. Le président libanais Joseph Aoun qualifie ces attaques de barbares et dénonce un nouveau massacre. Analyse à suivre. Et puis dans cette édition également, la visite de Patrice Motsepe à Dakar aujourd'hui. Le patron du football africain doit être reçu au palais présidentiel par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Il sera notamment question de la Coupe d'Afrique des Nations. Le sourire aux lèvres, les Français Cécile Kohler, Jacques Paris sont donc rentrés en France ce matin, 24 heures auparavant. Ils quittaient l'ambassade de France à Téhéran par la route via l'Azerbaïdjan. Ils ont dormi à Bakou avant d'atterrir en avion tôt ce matin à l'aéroport Charles de Gaulle près de Paris. D'abord emprisonnés en Iran dans des conditions très difficiles car accusés d'espionnage, puis assignés à résidence, obligés de rester à l'ambassade de France. Les deux Français, le visage radieux, ont été accueillis au Palais de l'Élysée par le président français. Notre reporter Victorien Villaume était sur place. Après environ 1 heure d'échange avec Emmanuel Macron, les deux ex-otages s'avancent dans le jardin de l'Élysée et s'approchent de la presse pour une courte prise de parole, quelques minutes, avec d'abord Cécile Kohler. Nous sommes soulagés de revoir nos proches. Ça a été un bonheur immense de les prendre dans nos bras enfin. Nous pouvions parler par téléphone, en FaceTime, mais ça n'a rien à voir avec le fait de serrer ses proches dans ses bras. L'ex-otage remercie les proches qui se sont battus pour leur libération, les services de l'État. Cécile Kohler accuse le coup, mais trouve tout de même la force de relativiser. Nous avons vécu l'horreur quotidienne. Nous avons vécu l'arbitraire permanent. Voilà, donc nous mesurons à quel point nous l'avons, entre guillemets, échappé belle, puisque ça aurait pu être encore bien pire. Viennent ensuite les premiers mots de Jacques Paris qui se concentre davantage sur les très dures conditions de détention. Nous n'avons pas eu le droit de choisir nos défenseurs. Nous n'avions des contacts avec notre famille que de manière épisodique. Nous n'avions pas le droit de lire, pas le droit d'écrire. Dès que nous sortions de notre cellule, nous avions les yeux bandés. Nous allons maintenant témoigner, expliquer et nous allons profiter de la vie, conclut Jacques Paris, après cet échange que l'Élysée a présenté comme un moyen de montrer le soutien et l'affection de la nation envers les deux Français. Deux Français libérés quelques heures avant l'annonce d'un cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis. Un arrêt des combats de 15 jours négocié par l'intermédiaire du Pakistan. Le ministre iranien des Affaires étrangères évoque depuis des violations du cessez-le-feu, notamment par Israël au Liban. Israël a particulièrement pilonné aujourd'hui le sud Liban. Le ministère libanais de la Santé annonce que ces frappes israéliennes ont été faites sans avertissement. Ce sont les plus violentes depuis le début de la guerre. Un premier bilan fait état de 89 morts et 722 blessés dans cette seule journée. Le Liban lourdement frappé, une poursuite de la guerre dans ce pays qui va à l'encontre de ce qu'avaient d'abord annoncé les États-Unis eux-mêmes. Analyse Joseph Maïla, il est professeur à l'ESSEC. Si vous vous référez au plan, c'est le point numéro 1. Cessation des hostilités entre l'Iran, les États-Unis et Israël, et avec tous les alliés du front de la résistance, comme les Iraniens l'appellent. Donc ce point est inclus. Mais dès le départ, le Premier ministre Netanyahou a dit que, personnellement, il entendait ne pas appliquer ce point qui n'a rien à voir là-dedans.
D'où la difficulté, d'où l'ambiguïté, d'où la contradiction. Alors, est-ce que les États-Unis vont longtemps accepter que Israël fasse bande à part, ce qui remettrait en cause ce plan accepté hier, et mettrait les États-Unis dans une position un peu compliquée, ou alors, à un moment donné, les Américains siffleront la fin de la récréation et pourront faire pression sur Israël en lui disant que si Israël continue ses bombardements dans le sud du Liban et à Beyrouth, il met en danger l'ensemble de l'accord. C'est un petit peu l'ambiguïté de ce lendemain de trêve. L'analyse de ce professeur en géopolitique, Joseph Maïla, il était l'invité d'RFI Midi avec Anne Kantner. Dakar, 92 FM. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, est donc à Dakar depuis ce matin, près d'un mois après la décision de retirer au Sénégal son titre de champion d'Afrique au profit du Maroc, ce qui continue d'ailleurs de provoquer une vive indignation, voire une colère dans le pays. Patrice Motsepe s'est entretenu avec les membres de la Fédération sénégalaise de football ce matin et avant de rencontrer le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, en fin d'après-midi. Léa Lisa Vesterov, vous êtes en direct de Dakar pour RFI. Léa, le chef du foot africain, Patrice Motsepe, s'est aussi rendu dans la journée sur l'île de Gorée. Oui, une étape chargée d'émotions pour le Sud-Africain Patrice Motsepe, avec la visite de la Maison des Esclaves sur cette île lourde de symboles. Le président de la CAF, qui au micro de RFI s'est dit confiant que le football africain arrivera à dépasser la crise actuelle avec la décision du tribunal arbitral du sport que tout le monde s'est engagé à respecter. Saisi par le Sénégal pour tenter de rétablir sa victoire à la Coupe d'Afrique des Nations, le tribunal se prononcera au plus tôt dans 2 mois si le Maroc accepte la procédure accélérée. Le chef du football africain a également reconnu qu'il y avait des progrès à faire pour améliorer la confiance dans les arbitres et les instances de la Confédération africaine de football. Parmi les points qui pourraient être abordés avec le président Bassirou Diomaye Faye cet après-midi, la situation des 18 supporters sénégalais en prison à Rabat depuis la finale. Il faut profiter de cette visite pour régler ce problème qui n'a que trop duré, a expliqué le maire de Gorée, Augustin Senghor. Il est aussi membre du comité exécutif de la CAF. Enfin, il y a cette enquête internationale pour soupçon de corruption que Dakar a réclamée à l'issue de la décision de la Confédération africaine de football de retirer la victoire de la CAN au Sénégal. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, va-t-il maintenir cette demande aujourd'hui? Une conférence de presse est prévue à l'issue de la rencontre entre le chef du football africain et le président du Sénégal. Rendez-vous à 17h30, temps universel. Merci beaucoup Léa Lisa Vesterov en direct de Dakar pour Radio France Internationale. Dans l'actualité également, c'est dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux que le Premier ministre grec a annoncé dans la journée aux jeunes de moins de 15 ans de son pays son intention d'interdire à partir du 1er janvier prochain l'accès aux réseaux sociaux. Kyriakos Mitsotakis déclare prendre une mesure difficile mais nécessaire et d'ajouter « La science est claire, lorsqu'un enfant reste des heures devant des écrans, son cerveau ne se repose pas ». Cette interdiction portera sur les plateformes qui favorisent notamment le défilement continu des contenus tels Facebook, Instagram, TikTok ou encore Snapchat, mais pas les messageries et les plateformes vidéo comme Messenger, WhatsApp, Viber ou encore YouTube. Un chef historique de l'ETA est jugé à Paris aujourd'hui et demain. Cet homme de 75 ans vit en France. Il est réclamé par la justice espagnole. Il est surnommé Ternera. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs terroristes. Alors même si l'ETA, l'organisation séparatiste basque, a décidé d'abandonner la lutte armée depuis 7 ans, ce chef doit comparaître pendant 2 jours devant la cour d'appel de Paris pour des faits qui remontent à plus de 20 ans où des empreintes digitales, des traces de ses doigts ont été retrouvées dans des caches de l'ETA situées à Lourdes, dans le département
des Hautes-Pyrénées. L'heure de parler à Olivier Pron. Bonjour Olivier. Bonjour Adrien. Bonjour Radio Foot International dans quelques secondes avec au programme ce soir. Évidemment de la Ligue des Champions, 2 quarts de finale aller hier, les 2 derniers. Ce soir, soirée spéciale sur RFI, double portion de Radio Foot. Vous serez là, j'espère. J'espère aussi. Merci beaucoup Olivier. Merci aussi à vous de nous écouter où que vous soyez sur la planète.